Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition, 12e chapitre. Imaginez déjà le 12e chapitre de la deuxième saison du rapport Boivin. Merci à vous tous qui nous écoutez, soit sur la TVC Basse-Lièvre ou encore sur le réseau de ma TV Outaouais. Plein de choses. Vous le savez, j'ai pris un beau congé, c'était le fun, c'était les fêtes. J'espère que vous avez eu des belles fêtes. Je vous souhaite une belle année 2018, même si ça a l'air en retard, puis on est presque rendu à fin février. Je vous la souhaite quand même une super bonne et en santé. J'étais aux États-Unis, vous le savez, j'adore parler du président Trump, pas parce que j'ai une grande admiration pour le personnage, mais parce que c'est une source, mais absolument intarissable de nouvelles. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il fasse l'actualité ou qu'il reprenne le centre de tous les feux de la rampe parce qu'il aime ça à mort, il aime avoir les réflecteurs sur lui. Et même quand il ne devrait pas être des nouvelles, il l'est. Pendant que j'étais aux États-Unis et juste pratiquement le jour de mon départ pour m'en revenir au Canada, vers la mi-février, il y a eu cette horrible tuerie, vous allez me dire une autre, à peu près comme les Américains. D'ailleurs, c'était le sentiment qui ressortait beaucoup des conversations que j'ai eues avec des Américains dans plusieurs États le long de mon chemin de retour entre la Floride et Gatineau. Et je parle évidemment de cette tuerie dans une école, un jeune étudiant on a encore plein de choses à apprendre sur le personnage, sur ce tueur qui a fait 17 victimes, des étudiants. C'était la panique qui s'est installée. Je pense que ça nous force dans ce monde. Puis le Canada, en passant, et même la région, n'est pas du tout à l'abri de ce type d'événement. Puis je ne veux pas faire peur aux gens, mais des personnes plus ou moins équilibrées, l'accès aux armes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende des choses provenant d'Ottawa. Enfin bref, mais faites juste vous imaginer les États-Unis qui sont extrêmement divisés sur la question des armes à feu. Pour certains, c'est une question pratiquement de vie ou de mort. Tu touches pas à mon arme, c'est mon droit, c'est un droit, c'est le deuxième amendement dans la Constitution, ce droit de port d'armes et de possession d'armes. Et chaque fois qu'on parle de réglementer ou de juste même passer des politiques de possession intelligente. Tout de suite, on a cette magnifique organisation qui s'appelle la NRA, la National Rifle Association. Ça, c'est une association qui fait, j'ai le goût de dire promote parce que c'est un mot que j'ai inventé, puis j'aimerais ça qu'on le redise pour qu'ils viennent dans le dictionnaire un jour. Mais il ne manque pas une occasion de défendre leur chasse gardée à chaque fois que la question du port d'armes et le droit de porter une arme et d'avoir une arme est remis en question. Et c'est bien évident que quand il se passe des événements comme ce qui a été vécu aux États-Unis, que ça ramène tout ça à la surface. Mais ce qui est peut-être plus frappant encore avec toute cette histoire qui s'est passée à Parkland, en Floride, c'est comment les jeunes se sont appropriés le dossier. C'est bien certain qu'il y a beaucoup de politiciens, on le sait, de la récupération politique, là, on en a eu ici après les événements de la Polytechnique. D'ailleurs, ça avait conduit au fameux registre des armes d'épaule, des armes à feu du gouvernement de Jean Chrétien à l'époque. Et ça, quand tu fais de la récupération politique puis que tu adoptes des lois, c'est très mauvais parce que tu n'as pas pris le temps nécessairement de bien penser à tes affaires puis d'éviter les irritants, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs, beaucoup de sportifs qui se sont sentis comme si on les criminalisait parce qu'ils avaient légalement des armes, soit pour la chasse ou pour le sport et ainsi de suite. Des personnes qui sont très respectueuses des lois se sont senties criminalisées. Et ça veut dire que on a mal vendu notre affaire à l'époque quand le gouvernement a mis en place ces lois. Alors, il y a toujours un certain danger de prendre ces événements-là et de forcer certaines politiques. Mais c'est un bon moment, par contre, pour respirer par le nez, regarder ce qui s'est passé et d'essayer de trouver des solutions intelligente au dossier et non pas de se camper d'un bord ou de l'autre. Alors, d'avoir un Donald Trump comme président qui avait de l'air complètement au-dessus de la misère humaine, de la violence qui avait été vécue sur le terrain, des parents qui ont perdu des enfants, des jeunes qui ont perdu leurs amis, des jeunes qui vont être marqués pour la vie parce qu'ils ont vu ou entendu ce qui s'était passé.
et qui était plus préoccupé par son image personnelle à lui-même. C'est ce qu'il y a de peut-être le plus aberrant avec Donald Trump. Je disais à des gens ici, en m'en venant, lorsque je suis arrivée à la station, on enregistre à la TVC de Basse-Lièvre, je disais, il y a un photographe qui a réussi à prendre un papier parce qu'il y avait, je pense que c'est mercredi de la semaine dernière, une rencontre. Il y a eu une délégation de jeunes, de parents, de professeurs, de différents intervenants qui ont rencontré Donald Trump à la White House. Ça paraît que j'arrive de la Floride, à la Maison-Blanche, pour le sensibiliser au dossier, puis essayer de le convaincre d'adopter des lois pour réglementer la possession d'armes à feu. Et lui s'est fait fort. C'est là qu'il a d'ailleurs sorti son histoire de mettre la possibilité de peut-être remettre des armes à feu entre les mains de certains professeurs. Dieu m'en garde, mais enfin bref. Et il y avait une petite note qui disait, il y avait 5 points qu'il fallait absolument qu'il se fasse ressortir pendant cette visite-là avec ces jeunes-là, entre autres. Et il y en avait une qui disait « I hear you ». Autrement dit, « je vous entends ». Imagine être obligé d'écrire sur un papier qu'il faut que tu aies l'air empathique. En tout cas, alors, ils ne sont pas sortis du bois. Il y a beaucoup de récupération politique du côté démocrate comme du côté républicain, de la droite comme de la gauche, et ainsi de suite. Mais je pense que les États-Unis, ce n'est pas demain la veille qui vont mettre de côté le droit à ce deuxième amendement, c'est-à-dire le droit de posséder une arme. Ça sera certainement à suivre. On va sûrement avoir d'autres cas, même si je ne le souhaite pas. Évidemment, les Olympiques, je ne peux pas passer... quand vous allez entendre cette émission, on enregistre jeudi le 22 février, les cérémonies de fermeture, de clôture vont avoir eu lieu. Ça aurait été extraordinaire. Évidemment, ce n'est pas évident au niveau de l'heure de diffusion parce qu'on est tellement à des heures opposées, mais on aura ceux qui aiment le sport, comme moi, le sport olympique, malgré toutes ces choses plus ou moins, je dirais pas croche, là, mais que ce soit le Russe, imaginez un Russe qui était prêt avec une substance en lui pour jouer au curling. Ça va être quelque chose que je vais me rappeler longtemps parce qu'il y a encore plein de monde qui n'a pas compris celle-là. Mais je vais surtout me rappeler de la médaille d'or de nos champions en danse, Tessa Virtue et Scott Moore. Je m'excuse si je prononce mal son nom. C'était extraordinaire, je le regardais. Puis le lendemain, quand j'ai vu comment les Français, certains médias français, ont plus ou moins craché sur cette belle victoire de nos Canadiens, parce que pour eux, c'était le couple français, j'avais envie de dire, excusez-moi, mes amis français qui écoutent ce que je dis présentement, mais on n'a pas de leçon à recevoir. Certainement des Français en matière de juges, au niveau du patinage artistique. Alors, on se rappellera tous de ce qui s'était passé à Salt Lake City avec Jamie Salé puis David Pelletier, du vol crasse, puis il y avait même eu la preuve d'un complot et ainsi de suite. On a changé les règles. S'ils ne sont pas contents du résultat que la juge canadienne a donné, écoutez, là, ça a été jeté parce que le meilleur puis le moins bon se fait retirer. Mais c'était une prestation magnifique. Je vais m'en rappeler de grands champions qui nous auront fait vibrer pendant plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi le petit documentaire qu'ils ont fait qui montre que ces deux-là dansent ensemble sur la glace depuis tellement longtemps. Alors ça, c'était un moment absolument extraordinaire. L'autre moment qu'on ne peut pas oublier, puis il va falloir qu'on y pense, c'est le fait que nos femmes canadiennes en hockey féminin qui n'avaient jamais perdu la médaille d'or depuis les 20 dernières années, c'était le 20e anniversaire de ça, qui étaient en route pour une 5e médaille d'or, ils l'ont perdue. J'ai regardé ce match-là. D'ailleurs, je vous enregistre ça après 3 heures de sommeil parce que c'était une nuit courte, mais c'était tout un match où j'ai senti vers la fin, c'est comme si les Canadiennes se sentaient dépassées par les événements. Je ne comprends pas parce que jusqu'à peu près 2 périodes et demie, il y avait de l'air d'être capable de tenir leur bout avec ça. Mais ceci étant dit, c'est peut-être bon, ça va nous permettre, des fois c'est bon j'ai toujours dit, de perdre des choses pour peut-être rebondir encore un peu mieux. Alors, c'est quelque chose quand c'est un moment comme ça, mais il y a eu tellement, on saura faire un post-mortem de tout ce qui s'est passé en Corée du Sud.
Moi, au niveau, parce que la politique, vous le savez, j'adore ça, on se rappellera avant le début des Olympiques, la Corée du Nord avec Kim Jong-il, les menaces, Donald Trump, et ainsi de suite. Alors, de voir la Corée du Nord, la Corée du Sud, qui ont mis leurs différents de côté le temps des Olympiques, c'était, pour moi, c'est symbolique et ça montre qu'il y a de l'espoir pour notre planète, pour l'être humain à quelque part, si on décide de ne pas juste faire ça aux 4 ans quand il y a des Olympiques. Alors, il y a des belles histoires d'amitié qui se créent là-bas et on saura certainement y revenir. On entendra encore, on a un beau résultat en termes de médailles. On pourra en reparler plus longuement la semaine prochaine lorsqu'on aura tous les résultats finaux à ce niveau-là. Bien, pendant que tout ça se déroule, notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, est avec sa famille pour un voyage, aura passé 8 jours aux Indes. 8 jours aux Indes. Vous allez me dire, bravo, c'est une espèce de mission économique. Ce que certains analystes nous disent, mais écoutez, des fois, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que, dépendamment de qui je lis, de qui j'écoute, si c'est un pro-libéral ou un contre-libéral, un conservateur ou autre, évidemment qu'ils n'ont pas nécessairement la même perspective. C'est pour ça que je prends souvent les choses avec un grain de sel et je me fais ma propre idée. Je constate quand même moi-même qu'il y a l'air, parce que Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, est parti avec toute sa famille, ses 3 enfants, sa femme, pour cette rencontre-là aux Indes. A fait une grosse annonce pour dire qu'il y avait pour 1 milliard, vous allez me dire, hey, 1 milliard, c'est beaucoup, mais faites juste vous dire que 750 millions s'en vont aux Indes et 250 millions viendraient au Canada d'ici quelques années là, dans différentes aventures économiques. Ce qu'on semble reprocher à Justin Trudeau, et rappelez-vous, l'année passée, il avait été sur l'île de l'Agacan. L'Agacan qui a une fondation dans laquelle le Canada met des dizaines de millions, pour ne pas dire plus. Et juste sur ce fait-là, s'est fait dire par la commissaire à l'éthique qu'il était en conflit d'intérêts, que c'était absolument pas correct de faire ce qu'il avait fait au niveau éthique. C'était pas éthique, je devrais plutôt dire. Et là, on se retrouve 1 an plus tard, il s'en va aux Indes. Pour certains, c'est pratiquement des vacances familiales qui est allé passer aux Indes aux frais de la princesse, c'est-à-dire nous autres, les payeurs de taxes. Semble-t-il qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres sérieuses, mais beaucoup de visites au niveau des Indes. Par contre, il faut comprendre que quand on s'en va dans un autre pays puis qu'on veut attirer leur attention, puis leurrez-vous pas, arrêtez de penser que le Canada, c'est un grand et gros pays. On n'est pas, même si on est dans le G8, on est un très petit pays. En termes de commerce, avec d'autres grandes superpuissances comme les États-Unis, la Chine, les Indes. Écoutez, là, on a 30 quelques millions d'habitants ici. C'est pas un immense marché, là. Alors, il ne faut pas se leurrer. Alors, dans ce contexte-là, il y aura certainement des comptes à rendre en revenant. On retiendra qu'il y avait d'invités à une soirée spéciale pour le premier ministre mise en place par le haut-commissaire du Canada aux Indes. Un personnage un peu questionnable, Jasper Latoile, qui a été condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre. Il a fait venir, Justin Trudeau, en tout cas la délégation a fait venir un chef des Indes, mais qui est à Vancouver, aux Indes pour une soirée. En tout cas, on en reparlera, une pause et on revient. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Et nous sommes de retour. Vous êtes à l'écoute du rapport Boivin, édition du, 22 février quand on enregistre. Je veux vous parler de ce... Vous n'avez peut-être entendu parler, mais je veux, parce que je me meurs de vous donner mon opinion et mon analyse de ce fameux rapport, entre guillemets, sur le transport en commun dans l'ouest de la ville. Là, ça touche l'Ouest. Il y a bien des gens ici qui m'écoutaient. C'est dans le coin de Buckingham, Masson-Angers, même dans l'Est du secteur Gatineau, que ce soit là, à partir de La Brosse à aller jusqu'à Masson-Angers. Il y a tellement d'endroits dans notre belle grande ville de Gatineau où le transport en commun fait dur. Même là où des fois il y a du rapibus, il y a encore des choses à améliorer.
tant mieux, on a cette belle outfit qui s'appelle le Rapibus. Mais il y a beaucoup de coins qui sont vraiment maganés, qui n'ont rien. Et là, on apprend qu'un rapport qui avait été commandé, je devrais dire c'est plus ou moins clair parce que la STO est impliquée, le ministère des Transports du Québec est impliqué, le ministère des Transports du Québec, direction Outaouais, est impliqué. On nous dit que la Ville d'Ottawa, parce qu'il y a eu de l'argent, de la grosse argent là-dedans, on a mis quoi? Je pense que c'est 180 000 quelques dollars pour avoir ce fameux rapport sur les besoins dans l'ouest de la ville. Pour se faire dire, une fois qu'il est déposé, puis si vous vous rappelez, là, ça s'est parlé un petit peu pendant la dernière campagne électorale municipale, mais pas trop. Puis on disait, on sait que le député fédéral de Hull-Elmer, Greg Fergus, prône pour un train léger. Le maire Penneau-Jobin est d'accord avec un train léger. Myriam Nadeau, qui est maintenant la nouvelle présidente de la STO, étant d'Action Gatineau, j'imagine, ne doit pas être allergique à l'idée du même parti que du maire, ne doit pas être allergique à l'idée d'un train léger. Greg Fergus, qui est aussi très près d'Action Gatineau, le veut. Alors, semble-t-il que ce que le rapport semble dire, dans ses grandes lignes, pour ce que ça vaut, c'est ça va coûter moins cher si on arrime tout ça avec un Rapibus. Autrement dit, là, fait que je vous le simplifie vraiment là, à sa plus basse expression. Un Rapibus, ça serait moins coûteux à implanter vers l'ouest. Mais ça va devenir assez rapidement obsolète pour la simple et bonne raison que ça ne sera pas suffisant. Ça va prendre autre chose. Parce que allez vous promener un peu dans notre belle grande ville et si vous allez vers l'ouest, Elmer, le plateau, tous ces coins-là, ça se développe à la vitesse du train grande vitesse. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne des moyens. À chaque fois, puis tantôt, je parlais que je revenais des États-Unis, ça me fascine tellement de voir comment on fonctionne complètement à l'envers. Parce qu'aux États-Unis, quand ils planifient de monter un projet domiciliaire quelque part, ils ont déjà toutes les infrastructures d'installer, routes, ponts, viaducs, en voulez-vous, en v'là, avant même d'avoir construit la première motadite maison. Ici, là, on va se piler dessus, on va être embarqués les uns par-dessus les autres, puis on n'a pas ce transport en commun. Puis après ça, ils se demandent pourquoi les gens ne l'utilisent pas. Enfin bref, la question qui se pose, et on apprend quelques jours après, que finalement, ça va prendre un autre rapport, parce qu'on n'a pas pris, imaginez celle-là, la réalité régionale, c'est-à-dire, il faut aussi penser d'une part à desservir notre clientèle sur notre côté de la rivière, mais il y a une partie de cette clientèle-là le matin qui s'en va vers Ottawa travailler. Alors, comment est-ce que notre système de transport, ça rime avec celui de la rive ontarienne qui a déjà fait le choix du train léger, qui va ouvrir plusieurs stations en passant après les élections municipales. Ça me fait tellement sourire. Vous allez me dire, c'est moi qui vois quelque chose qui n'est peut-être pas là. Mais mettons qu'ils ont appris de l'expérience Bureau, du maire Bureau, qu'elle fait partir le Rapibus à quelques jours ou une semaine ou deux de la journée X des élections. Et comme il y a toujours des pépins quand tu pars quelque chose de nouveau, bien, c'est certain que ça y a tombé sur la tête. Alors, le maire Watson, lui, il n'en veut pas de ces histoires-là. Alors, on ne partira pas le nouveau train léger avant que les élections soient terminées. Alors, tout ça pour dire que ça a l'air d'avoir été improvisé. Mais dans ce contexte-là, j'arrive pas à saisir, c'est qu'on peut se renvoyer la balle, essayer de dire c'est la faute de la STO, non, c'est la faute de la Ville de Gatineau, non, c'est la faute du ministère des Transports local ici. Je m'excuse, là, on a des députés, on a un conseil municipal, on a des représentants. Allez-vous me dire qu'il n'y a personne de ces gens-là qui ont pu dire ou guider l'organisme qui effectue la recherche? Voyons donc, je veux bien croire qu'il y a des critères, mais ça montre qu'ici, là, on est tellement en attentisme, on est tellement patient, on sait que les gens, ça chialeront pas trop, vont chialer une journée ou deux, puis ça va finir là, mais je trouve ça indécent
qu'on ait dépensé 680 000 $, puis il n'y a pas à dire. C'est un rapport qui a été demandé dès 2010, si ma mémoire est bonne. 2010, on avait même un ministre délégué au transport, Norm Macmillan, député ici du Pontiac à l'époque, de Papineau, pardon, avant M. Iraka. Il y a eu tellement de gens qui auraient pu intervenir puis ramener ça dans le droit chemin. Je ne sais pas si c'est un manque de vision de plusieurs, des partenaires dans tout ça, mais un fait demeure, c'est que c'est nous qui sommes pognés dans les bouchons de circulation matin et soir, et ça a un lien direct sur notre qualité de vie. Enfin, on saura en reparler. Assemblée extraordinaire qui va avoir lieu, vous savez, l'histoire des fameux guichets Caisse populaire des Jardins, un à Ripon, un autre à Notre-Dame-de-la-Salette, qu'on a appris que les Caisses des Jardins étaient pour fermer. Il y a eu un nombre de signatures, il y a des gens qui ont pris ça en main, des gens de la place qui trouvent ça indécent que les caisses qui sont supposées d'être présentes dans les petites communautés, il me semble que ça fait partie de leur mission, déguerpissent comme ça, pour des notions de profit. Et dans ce contexte-là, on réussit à récolter le nombre de signatures pour avoir une assemblée extraordinaire, assemblée qui aura lieu le 3 avril à l'église Saint-Casimir de Ripon. Je vous encourage fortement à aller voir parce que j'ai aussi appris qu'il n'y aura pas de vote, qu'il n'y aura pas de décision. Alors, ça a l'air qu'une assemblée extraordinaire pour les Caisses des Jardins, ça veut dire juste une assemblée pour que tu viennes dire ce que tu penses, and that's it, parce qu'ils vont maintenir leur décision, puis il n'y a que le conseil de direction qui peut changer ou non la décision. Les sociétaires, ça a l'air que ça pèse pas lourd dans la balance. Ça m'outrepasse. On a appris aussi au niveau du soccer, ici, Buckingham, Masson-Angers, il y avait des petits problèmes avec l'association de soccer de Masson-Angers, petits problèmes avec la Soccer Outaouais pour une question d'une dette là, de 24 000 qui restait, enfin bref, alors qui était suspendue. Je suis contente de savoir qu'ils vont régler fort probablement leurs différends en se fusionnant Buckingham et Masson-Angers. Pourquoi je suis contente? Parce que c'est pour les jeunes. Hey, 500 jeunes, on parle de 500 jeunes là, qui jouent au soccer du côté de Masson-Angers avec l'association de soccer de Masson-Angers. On parle de 250 jeunes au niveau de l'association de soccer de Buckingham. C'est un sport, je dirais pas juste en pleine croissance. Des fois, je me demande jusqu'où c'est pas en train de dépasser le hockey. On a hâte à la Coupe du monde d'ailleurs qui s'en vient, mais enfin bref. Ceci étant dit, il y a beaucoup de jeunes impliqués, jeunes hommes, jeunes filles dans le soccer. Alors, tant mieux si on a trouvé une solution qui saura bénéficier aux jeunes dans ce sport-là. Parce que s'il avait fallu que les jeunes de Masson-Angers, les 500 jeunes là, qui sont dans ce sport-là, ne puissent pas jouer ou soient obligés d'aller ailleurs ou ainsi de suite, parce qu'on sait qu'on ne peut pas empêcher les jeunes de jouer. Quand ils décident qu'ils veulent quelque chose, ils vont. Alors, tant mieux, bravo, si c'est réglé ce problème-là. Je voulais vous parler, en terminant l'émission, je voulais vous parler de Emma Québec. Vous allez me dire, Emma Québec, c'est comme la Croix-Rouge, ça, c'est comme... c'est un petit peu, j'allais dire, c'est un peu plus que la Croix-Rouge parce qu'il y a aussi au niveau de Emma Québec, il y a la question du plasma. Je ne vous ferai pas une grande dissertation, je ne suis absolument pas, il n'y a pas moins scientifique que ma personne, mais j'étais extrêmement contente, puis je veux le souligner, ça va sûrement la surprendre parce qu'elle ne sait pas que je vais parler d'elle. Heidi Robinson, c'est une jeune notaire de la région. Qui a une jeune famille, qui a sa pratique, qui est une professionnelle, qui est très impliquée dans la région, très impliquée au niveau de la formation, bien faire comprendre aux gens quels sont leurs droits dans différents domaines. Et elle a accepté, et c'est la nouvelle ambassadrice d'Emma Québec en Outaouais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est tellement... Je sais qu'il y en a plein d'autres causes, j'en suis très consciente. Peut-être parce qu'au niveau personnel, moi, ça me touche, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu besoin de transfusion de sang parce que j'avais un petit anévrisme, une petite veine qui a
pété, excusez l'expression, puis ça fait baisser l'hémoglobine pas à peu près. Puis on est-tu content qu'il y a des donneurs de sang dans ce temps-là qui font en sorte qu'on puisse se sentir renaître à la vie puis reprendre l'énergie qu'au moment où c'est très bas, là, je peux vous dire qu'on a certains problèmes à fonctionner. Alors, quand j'ai vu que c'était Heidi qui avait été choisie, je me suis dit, Emma Québec, vous ne pouviez pas mieux tomber que cette jeune femme qui ne fait pas juste être... Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui prennent des causes pour l'image, les selfies, mettre ça sur leur Facebook, c'est juste ça que tu vois, c'est juste pour le paraître. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Heidi, c'est aussi une personne qui est rendue à son 80e don. Alors, 80 dons à son actif, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons. Ce que je peux vous dire simplement, sans tomber dans la grosse science, c'est que le plasma, on peut faire un don de plasma plus fréquemment que des dons de sang. Parce qu'on se rappelle, quand on fait des dons de sang, il y a des cliniques de sang, il faut attendre un certain nombre de temps. Si on a la grippe, si on prend des médicaments, il y a certaines règles. Le plasma, c'est un peu différent. Je vous invite à aller voir le salon, ils appellent ça le salon des donneurs de plasma, Plasma Vie, et c'est au, je ne veux pas me tromper, c'est au 205 Belle Humeur, local 80 dans le secteur Gatineau. Et c'est tellement un bel endroit, éclairé, joyeux, donc c'est intéressant, vous voyez des gens, mais c'est surtout le fait que vous allez permettre à des gens, permettre de sauver des vies. Alors ça, c'est tellement des miracles. Moi, les donneurs d'organes, les donneurs de sang comme ça, ceux qui donnent la vie, j'ai énormément de respect. Alors, je voulais vraiment saluer Heidi Robinson pour cette nomination comme nouvelle ambassadrice. Et je le sais que quand elle se donne à une cause, parce que je la connais depuis qu'elle est toute petite, Heidi, j'ai pratiqué le droit avec son père, et puis fait que je l'ai connue enfant, puis j'ai pu voir cette jeune demoiselle grandir et devenir la professionnelle engagée, parce que son père et moi, on a toujours cru que c'était important d'être engagé dans notre communauté. Alors, bravo Heidi. Puis quand je regarde ton beau panneau sur la 50, bien, je peux dire, c'est pas juste une image parce qu'elle les a fait, ses dons. Alors, je vous encourage fortement à en faire aussi. Entre-temps, bien, je vais continuer à suivre les Olympiques. Je pourrais vous en reparler la semaine prochaine. C'était un plaisir de revenir en ondes pour cette deuxième partie de la deuxième saison. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Puis maintenant, bien, Boivin, ne dit plus rien.